Le 23 mai 1992, l'Observatoire de géophysique d'Agrigente, situé dans le sud de la Sicile, enregistre à 17h56 une secousse similaire à un tremblement de terre. Il ne s'agit pas d'une énième éruption de l'Etna. 350 kg de TNT ont explosé sur l'autoroute reliant Palerme à son aéroport. La cible est un convoi de 3 voitures. La première a été projetée à 50 mètres et ses 3 occupants, des gardes du corps, ont été tués sur le coup. La deuxième gît au bord d'un cratère de 14 mètres de diamètre. À l'intérieur, son chauffeur, ainsi qu'une magistrate, Francesca Marvillo, et son époux, le juge Giovanni Falcone, tous 3 grièvement blessés. Un hélicoptère les emmène d'urgence à l'hôpital de Palerme. Pour les policiers arrivés sur place, il n'y a pas de doute. Cet attentat est signé Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Mais pourquoi les mafiosi ont-ils utilisé des moyens aussi démesurés pour essayer d'éliminer Falcone? La raison est simple, il est leur pire ennemi. Lorsque l'Italie s'unifie en 1860, la Sicile est sa région la plus pauvre, sans industrie et encore largement rurale. Les terres sont partagées entre quelques riches propriétaires terriens installés à Palerme. Ils délèguent la surveillance de leurs exploitations à des miliciens armés, toujours prêts à utiliser la violence pour faire régner l'ordre. Dans une Sicile rattachée récemment à l'Italie, l'État est encore peu présent. Ces miliciens, conscients de leur énorme pouvoir dans ces régions reculées, décident de s'unir pour asseoir leur domination. Reprenant les codes de la franc-maçonnerie, ils se soumettent à des rites d'initiation. Les nouveaux venus se faisaient piquer un doigt et versaient leur sang sur une image sainte, puis celle-ci était mise à feu et placée dans les mains de la recrue, tandis que celui-ci faisait le serment de ne jamais trahir les siens. Selon les historiens, c'est à cette époque que la mafia moderne est née et que ses membres se font appeler hommes d'honneur. Pendant très longtemps, elle restera rurale, pratiquant le racket et l'extorsion de fonds, tout en corrompant les élus locaux. Mais au début des années 20, avec l'arrivée au pouvoir des fascistes, la donne change. Mussolini, en bon autocrate, ne peut tolérer un pouvoir parallèle au sien. Il envoie le préfet Cesare Mori en Sicile, avec pour instruction de mettre fin au système mafieux. Celui-ci ne fait pas dans la demi-mesure. Il arrête sans preuve tous les mafiosi suspects, les fait torturer et menace leurs épouses et leurs enfants. En quelques années, des centaines de mafieux sont emprisonnés, tandis que d'autres s'enfuient aux États-Unis, rejoignant la Cosa Nostra américaine, créée elle-même au début du siècle par des immigrants siciliens. Les mafiosi qui ont échappé à la capture décident d'arrêter leurs activités et de rester discrets en attendant des jours meilleurs. En 1943, les Alliés débarquent en Sicile et conquièrent l'île en quelques semaines. Les Américains souhaitent purger l'administration et le milieu politique des fascistes. Les mafiosi proposent donc leur service. Ils sont placés à la tête des administrations et nommés maires de très nombreuses communes. Ils acquièrent ainsi un pouvoir inédit. Aujourd'hui encore, la Sicile continue de subir les conséquences de ce pacte avec le diable. Solidement établie, la mafia se lance dans le très lucratif trafic de stupéfiants. Grâce aux fortunes amassées, ils peuvent corrompre une grande partie de la classe politique, tout en jouant sur la peur des communistes, très puissants en Italie en ce début de guerre froide. Giovanni Falcone est né en 1939 à Palerme. Dès son enfance, il peut sentir et observer la présence de la mafia dans la capitale sicilienne. Elle semble omniprésente, invulnérable, toute puissante. Beaucoup de ses camarades de jeu rejoindront Cosa Nostra, attirés par l'argent facile et le pouvoir. Mais Falcone a reçu une éducation très stricte de la part de ses parents, qui lui inculquent le sens de l'effort et du travail, lui permettant ainsi d'échapper à la délinquance. Après son baccalauréat, il se lance dans des études de droit et entre dans la magistrature. Ses excellentes notes lui permettent de briguer un poste de prestige à Rome,
mais il choisit de rester en Sicile. Il est bien décidé à affronter celle que les journalistes commencent à appeler la pieuvre et qui ronge la société sicilienne. Il est affecté au tribunal de Palerme avec son meilleur ami, Paolo Borsellino. Il ignore encore qu'il va devoir affronter un adversaire plus dangereux que jamais, une nouvelle faction de la mafia qui va entraîner la Sicile dans un bain de sang. Jusque dans les années 70, les puissantes familles palermitaines, les plus riches de l'île, se sont montrées relativement discrètes, se gardant bien de s'attaquer à l'État. Rien ne doit entraver le sens des affaires, et Cosa Nostra doit rester invisible afin que les autorités la laissent en paix. Mais dès le début des années 60, apparaît le clan des Corleone. Avec à leur tête Salvatore Riina et Bernardo Provenzano, ces fils de paysans pauvres, nés dans la petite ville de Corleone, sont bien décidés à s'imposer. Quasi analphabètes, brutaux, mais très rusés, ils veulent à tout prix s'extirper de leurs conditions misérables. Dès 1958, ils assassinent le chef de la mafia locale, ainsi que tous ses partisans, faisant régner la terreur sur la petite commune. Les carabiniers tentent de les arrêter, mais les Corleone ne craignent pas de passer dans la clandestinité. Puis leurs yeux se tournent vers Palerme. En jouant sur leurs conditions pauvres et leur aspect simple et naïf, ils parviennent petit à petit à intégrer la coupole, véritable conseil d'administration de Cosa Nostra, sans que les familles palermitaines ne se méfient de ceux qu'elles appellent avec mépris les paysans. Pendant des années, Riina et Provenzano infiltrent subtilement ces familles, jouant sur les rivalités, les jalousies, le chantage ou la manipulation. En 1981, après avoir rassemblé une redoutable armée, ils passent à l'attaque. Des commandos éliminent un par un les chefs des grandes familles palermitaines dans des fusillades sanglantes en pleine rue. Ils assassinent également leurs femmes et leurs enfants, leurs associés, leurs amis et tous ceux qu'ils considèrent comme de potentiels adversaires. Cette offensive fera plus de 2000 morts en moins d'un an, à tel point que Palerme est comparé à Beyrouth. Les rares survivants, terrifiés, s'enfuient à l'étranger. Au terme de cette guerre, les Corleone dominent d'une main de fer Cosa Nostra. C'est à ce moment que Falcone intègre le pool anti-mafia récemment créé. Giovanni Falcone a vite compris que dans les procès impliquant des mafiosi, on ne peut pas compter sur les témoins. L'omerta, la loi du silence, règne en maître, et les rares témoins qui osent se manifester sont soit menacés, soit purement et simplement liquidés. Le juge décide donc de suivre la piste de l'argent. Il inonde les banques de courriers réclamant l'ensemble des reçus des opérations de change, puis il épluche des montagnes d'archives bancaires. Le blanchiment de l'argent étant le talon d'Achille de Cosa Nostra, il piste tous les transferts de fonds suspects et place sous surveillance des banques à la réputation douteuse. Il entre également en contact avec Rudolph Giuliani, le procureur de New York, qui mène une guerre acharnée à la mafia américaine, et avec Carla Del Ponte, une magistrate spécialiste de la délinquance financière, qui sera des années plus tard procureur du tribunal pénal international. En 1983, il remporte son premier succès. Grâce à un méticuleux travail d'investigation, il fait condamner 74 mafiosi au cours d'un procès retentissant. Quelques jours plus tard, il reçoit ses premières menaces de mort. Car les Corleone ne se contentent pas d'éliminer leurs concurrents. Bravant un tabou qui voulait que la mafia ne s'attaque jamais à l'État, il se lance dans une série d'assassinats. Magistrats, procureurs, officiers de police, journalistes, hommes politiques, il ne recule devant rien. En 1982, lorsque Rome nomme le général des carabiniers Dalla Chiesa préfet de Palerme, avec des pouvoirs spéciaux pour mettre fin au bain de sang, il est assassiné en plein Palerme, 100 jours seulement après son arrivée. Mais Falcone ne se laisse pas intimider et poursuit son travail de sape. Il a désormais une réputation de juge intègre, courageux et surtout très efficace. C'est grâce à cette réputation qu'il va recevoir une aide inattendue. Tommaso Buscetta fait partie des perdants de la guerre de 1981. Il s'est enfui au Brésil avec une partie de sa famille et a essayé de se faire oublier, mais ce n'était pas suffisant.
Les Corleone assassinent ses deux fils aînés, qui n'avaient pourtant aucun lien avec Cosa Nostra, ainsi que son frère et son neveu. Spécialisé dans le trafic de drogue international, Buscetta finit par être arrêté au Brésil. Ses geôliers le torturent pendant des semaines, mais il ne dit pas un mot. En 1984, son extradition vers l'Italie est autorisée. Buscetta sait qu'il sera assassiné dès son arrivée en prison. Ne voulant pas donner ce plaisir aux Corleone, il tente de se suicider en avalant de la strychnine, mais il est sauvé de justesse. Durant le vol vers Rome, bien que très affaibli, il trouve la force de demander aux policiers qui l'accompagnent à parler à Falcone. Ceux-ci sont stupéfaits. Jamais un mafioso d'Oran n'a jamais parlé. Mais Buscetta a trouvé le moyen d'assouvir sa haine des Corleone. Tout dire à Falcone. À sa descente d'avion, il est transféré à la préfecture de Rome et placé sous haute protection. Le juge Falcone débarque le lendemain et les deux hommes se retrouvent face à face dans une salle vide. Buscetta dévisage Falcone, puis lui dit « Après cet interrogatoire, on fera tout pour vous détruire, moralement et physiquement. Êtes-vous toujours disposé à m'interroger ?» Falcone n'hésite pas une seconde et sort un grand cahier. Pendant 45 jours, il va noircir ce cahier de 329 pages de notes. Buscetta lui livre non seulement de précieux indices sur les trafics, le racket, les assassinats, mais il détaille également les codes, les rituels, la mentalité des mafiosi, les complices et la structure des familles de la mafia. Puis Falcone délivre 366 mandats d'arrêt à travers toute la Sicile. Des centaines de mafiosi se retrouvent derrière les verrous, dont de nombreux chefs de famille, même si Rina et Provenzano, en cavale depuis des années, restent introuvables. Mais le plus dur reste à faire, instruire le procès et faire condamner les accusés. Ce procès, totalement inédit par son ampleur, va entrer dans la légende. Le 10 février 1986 s'ouvre ce qu'on appelle déjà le maxi-procès. Pour accueillir les 355 mafiosi inculpés, leurs avocats, des centaines de journalistes et l'ensemble de la cour, il a fallu faire construire une immense salle en béton armé capable de résister à des tirs de roquettes. À l'intérieur, il y a des cages construites le long des murs dans lesquelles sont installés les accusés en petits groupes. On a même prévu un système de défense antiaérienne. Connaissant la férocité des Corleone, ces précautions ne sont pas superflues. Certains accusés font tout pour perturber les débats, mais le président du tribunal, Alfonso Giordano, ne se laisse pas intimider. À son arrivée, Buscetta est sifflé par les prévenus qui l'insultent et le menacent, mais il reste imperturbable et s'installe sur un siège protégé par une vitre blindée, entouré de carabiniers. Il commence alors à répéter les accusations qu'il a proférées devant Falcone, détaillant avec minutie la structure de Cosa Nostra. Il désigne tous les auteurs des milliers d'assassinats qui ont eu lieu sous le règne des Corleone. Et lorsque des accusés demandent une confrontation, il les met devant leurs contradictions et leurs mensonges, allant même jusqu'à les ridiculiser. Après 22 mois d'audience, le 16 décembre 1987, les verdicts tombent. 19 accusés sont condamnés à perpétuité et 2665 années de prison sont prononcées. C'est le plus gros coup infligé à la mafia de toute son existence. Son chef, Totò Riina, est fou de rage. Il est obsédé par Falcone, qu'il veut éliminer à n'importe quel prix. Une première tentative a lieu à l'été 1988. Une bombe est découverte à temps dans la villa que le juge avait louée près de Palerme. Sa sécurité est encore renforcée, si bien que Falcone n'a presque plus de vie privée. Mais il ne relâche pas ses efforts. Nommé directeur des affaires pénales au ministère de la Justice à Rome, il durcit le régime de détention des mafiosi et prépare une loi offrant aux repentis un régime spécial de détention ainsi qu'une protection pour leur famille. L'effet est immédiat. Des dizaines de chefs mafieux font défection, écœurés par les excès de Riina. En janvier 1992, la Cour de cassation confirme les condamnations du maxi-procès. Pour les Corleone, la mort du juge est désormais une obsession. C'est le mafioso Giovanni Brusca qui est chargé de l'opération. Ayant observé que le juge revenait tous les week-ends à Palerme,
il fait disposer sur l'autoroute 350 kg d'explosifs à travers une canalisation. Puis il se place avec ses complices sur une butte à 1 km de là. Lorsque le convoi arrive à la hauteur de la canalisation, il appuie sur la télécommande. À l'hôpital général de Palerme, les médecins se démènent pour lui sauver la vie, mais il succombe à plusieurs hémorragies internes. Sa femme, Francesca, meurt à son tour quelques minutes plus tard. À leurs funérailles, une immense foule se presse devant l'église pour sceller la mémoire du martyr. Le choc est immense, à travers toute l'Italie. Certains perdent tout espoir de vaincre la mafia. Mais paradoxalement, ce nouveau bain de sang va se retourner contre elle. « 55 jours plus tard, son meilleur ami, le juge Paolo Borsellino, est assassiné à son tour dans un attentat à la voiture piégée en plein Palerme. Cette fois, la colère des Siciliens éclate. À ses obsèques, les balcons sont couverts d'inscriptions insultant la mafia et ses soi-disant hommes d'honneur. Devant l'entrée de l'église, les hommes politiques, y compris le président de la République, sont conspués et doivent se replier. Tout le pays se lève contre la sauvagerie de la mafia. Devant la pression populaire, l'État se doit de réagir. D'autres mafiosi font défection, horrifiés par la barbarie de Cosa Nostra. Et c'est l'un d'eux, Baldassare Di Maggio, qui va faire tomber son chef. Il indique aux enquêteurs l'endroit où se cache Totorina, une villa discrète de la banlieue de Palerme. Le 15 février 1993, les carabiniers arrêtent sans coup férir celui qu'on a surnommé le Fauve dans une petite voiture à un feu rouge. Cosa Nostra est décapité. Une nouvelle vague de défection a lieu, créant un cercle vertueux. Les mafiosi arrêtés deviennent des repentis et leurs témoignages provoquent de nouvelles arrestations. En 1996, c'est au tour de Giovanni Brusca, l'auteur de l'attentat qui a causé la mort de Falcone, de tomber entre les mains de la police. À la fin des années 90, Cosa Nostra est exsangue et semble sur le point de disparaître. C'est Bernardo Provenzano, le plus vieil ami de Rina, qui lui succède à la tête de l'organisation. Celui-ci comprend que la politique de terreur a fait plus de mal que de bien à la mafia. Il décide de la rendre à nouveau invisible. Il interdit à ses hommes de s'attaquer aux institutions et il met fin au règlement de compte spectaculaire. Il régule les trafics et prend soin des familles de mafieux emprisonnés pour freiner le phénomène des repentis. Il est finalement arrêté en 2006. Les policiers découvrent un septuagénaire malade et fatigué, caché dans une vieille ferme à l'abandon, vivant dans des conditions misérables alors qu'il est milliardaire. C'est la fin du clan des Corleone. Entre-temps, Cosa Nostra est redevenue invisible. Elle est toujours présente en Sicile, même si elle a perdu ses puissances financières et militaires des années 80. Mais d'autres mafias ont pris sa place. La Camorra à Naples, ou encore la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, qui a repris à son compte le trafic de stupéfiants. La mafia n'est d'ailleurs pas un phénomène strictement italien. De puissantes organisations criminelles continuent de bafouer la loi, telles que les mafias albanaises et turques, les triades chinoises de Hong Kong, les yakuza japonais, la Cosa Nostra nord-américaine, ou encore les cartels colombiens et mexicains. Un jour qu'on lui demandait si la mafia serait un jour vaincue, Falcone a répondu que la mafia est un phénomène humain, et comme tous les phénomènes humains, elle a un commencement, une évolution, et elle connaîtra aussi une fin. Mais d'ici là, il faudra des hommes courageux et intègres, comme Giovanni Falcone, pour lui faire face. Aujourd'hui, l'aéroport de Palerme a été rebaptisé Falcone et Borsellino, comme pour signifier aux mafiosi qu'ils ne sont plus maîtres chez eux. Pour écrire ce film,
je me suis inspiré du livre de John Follane, Les parrains de Corleone. Je vous conseille également un film formidable, Le Traître, de Marco Bellocchio, sur le repenti Tommaso Buscetta.